le 11 mars 1945. Base aérienne de Kanoya, Kyushu, Japon. La main de l'officier du renseignement trembla tandis qu'il étudiait les photographies de reconnaissance du sous-marin I-47, enregistrant une observation qui hanterait le commandement naval japonais pour le reste de la guerre. Navire en béton observé, aucun armement visible, équipement de réfrigération lourd, de multiples petites embarcations effectuant des transferts, classification, navire logistique inconnu. Sur des photographies granuleuses prises au périscope près de l'atoll d'Ulithi, il avait documenté quelque chose qui contredisait tout ce que la marine impériale japonaise comprenait des priorités de la guerre. Alors que les pilotes de sa base aérienne extrayaient de l'huile de racine de pin pour compléter le carburant d'aviation, un programme désespéré employant 34 000 unités de distillation qui ne produirait que 3 000 barils au total, tandis que les mécaniciens soutirèrent de l'alcool industriel des équipements pour alimenter les avions, les Américains avaient déployé ce qui apparaissait comme un navire non combattant dédié entièrement à la réfrigération. 24 bombardiers Yokosuka P-1 un Frances, étaient alignés sur la piste pour l'opération Torn numéro 2. Les pilotes, beaucoup avec moins de 50 heures de formation au vol, allaient piloter leurs appareils chargés d'explosifs dans la flotte américaine à Ulithi. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils attaquaient un ennemi qui avait construit une usine flottante d'1 million de dollars, produisant 500 gallons de crème glacée par équipe, 5 tonnes quotidiennes de desserts glacés, alors que les forces japonaises grattaient l'écorce de pin pour le carburant. Les premiers indices émergèrent par les interrogatoires de prisonniers après la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944. Lorsque le porte-avions Zuikaku coula le 25 octobre, des destroyers américains secoururent des marins japonais dans les eaux couvertes de mazout. Les destroyers Wakatsuki et Kuwa sauvèrent 862 officiers et hommes, tandis que 842 membres d'équipage périrent. Ces survivants, s'attendant à une exécution, rapportèrent à la place avoir reçu des soins médicaux et de la nourriture, y compris quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré, de la crème glacée servie dans des gobelets métalliques. Un compte-rendu de survivants, conservé dans les fichiers d'interrogation alliés, déclara « Le marin américain m'a apporté ce qu'il a appelé de la crème glacée. J'avais entendu parler de ce dessert, mais je ne l'avais jamais goûté. » Ici, après la plus grande bataille navale de l'histoire, les Américains servaient des desserts glacés à des ennemis que nous avions essayé de tuer quelques instants plus tôt. Le vice-amiral Takijiro Onishi, créateur des unités d'attaque spéciales kamikaze, supprima de tels rapports. Ces pilotes devaient croire que les Américains étaient faibles, incapables d'endurer la privation. Comment autrement l'esprit japonais pourrait-il surmonter la supériorité industrielle ? La vérité détruirait ce qui restait du moral combattant. La première observation japonaise documentée vint par la reconnaissance sous-marine. En décembre 1944, le sous-marin I-47, sous le commandement de Zenji Orita, fit surface près d'Ulithi pour une reconnaissance au périscope, avant de lancer des torpilles pilotées Kaiten. Orita commanda le 47 du 10 juillet 1944 jusqu'à la fin de la guerre, menant de multiples missions d'attaque spéciales. Le journal d'Orita, conservé dans les archives navales japonaises, enregistre 6h30, gros navire en béton observé, environ 80 mètres, pas d'armement, équipement de réfrigération lourd sur le pont, multiples petites embarcations effectuent des transferts. Ce qu'il avait repéré était la barge réfrigérée de grande taille de l'US Navy, la BRL, convertie à partir d'une barge en béton de l'armée pour un coût d'1 million de dollars, équivalent à 17,2 millions de dollars en 2024. Ce navire produisait 10 gallons de crème glacée toutes les 7 minutes, stockant 2000 gallons à moins 9 degrés Celsius. La barge fonctionnait continuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, produisant 500 gallons par équipe, approximativement 5 tonnes par jour. En janvier 1945, la situation du Japon était devenue désespérée au-delà de la compréhension occidentale.
Le carburant était si rare que le cuirassé Yamato ne pouvait effectuer des exercices d'entraînement qu'à l'ancre pour économiser le pétrole. Le programme d'huile de racine de pin, employant 34 000 unités de distillation et mobilisant 400 000 travailleurs, incluant des millions d'écoliers, ne produisit finalement que 3 000 barils de carburant d'aviation à partir de 70 000 barils d'huile de pin, moins que ce que l'US Navy consommait en une seule journée d'opération. Le 343e groupe aérien naval, Kokutai, la dernière unité de chasse d'élite du Japon, commandée par le capitaine Minoru Genda, architecte de Pearl Harbor, luttait contre la malnutrition sévère. Genda commanda cette unité à partir du 15 janvier 1945, chargée de libérer l'espace aérien pour les opérations kamikazes. Bien que des comptes calorifiques spécifiques ne soient pas documentés, les pilotes rapportèrent la cécité nocturne due aux carences en vitamines, des réflexes réduits et l'incapacité à supporter les forces G pendant les manœuvres de combat. Le capitaine Genda lui-même écrivit dans des rapports opérationnels « Les yeux de mes pilotes les trahissent la nuit. La malnutrition a volé leur vision. Ils tremblent pendant les manœuvres de combat par faiblesse. Pourtant, ils font face à un ennemi qui devient plus fort chaque jour. Le contraste était le plus frappant dans les unités kamikazes, préparant leur mission finale. Ces pilotes, beaucoup des adolescents avec 40 à 50 heures de formation au vol, recevaient des derniers repas composés de boules de riz, de poissons séchés et de saké cérémoniel avant leur mission à sens unique. Ils portaient des seninbari, des ceintures aux 1000 points cousues par des femmes pour la protection spirituelle, bien que tout le monde sût qu'aucun tissu ne pouvait protéger contre les tirs anti-aériens. À la base aérienne de Kanoya, le 11 mars 1945, les pilotes kamikazes écrivirent leur poème de la mort avant d'embarquer dans leurs avions. Un poème de pilote, conservé aujourd'hui au musée de la base aérienne de Kanoya, se lit « Comme les fleurs de cerisier au printemps, laissons-nous tomber purs et radieux ». Ces pilotes moururent en tentant de s'écraser sur les navires à Ulithi où l'USS Randolph CV-15 subit des dommages à 20h07 ce soir-là. Un bombardier français frappa avec succès la poupe du porte-avions, tuant 25 marins et en blessant 105. Le porte-avions fut réparé en 3 semaines en utilisant 29 tonnes d'acier de structure, incluant des poutrelles récupérées d'une sucrerie japonaise sur ses pans, pendant lesquelles son équipage consomma approximativement 3000 gallons de crème glacée provenant des installations de la base. Ulithi représentait quelque chose au-delà de la compréhension japonaise. Ce minuscule atoll de corail, souvent omis sur les cartes, était devenu la plus grande installation navale du monde. En mars 1945, lorsque les attaques kamikazes arrivèrent, 722 navires étaient ancrés dans son lagon, plus de vaisseaux que toute la marine japonaise n'en avait jamais possédé à son apogée. C'était le point de rassemblement pour l'invasion d'Okinawa. Les installations de la base défiaient la compréhension japonaise. Des ateliers d'usinage complets dans des formes de radoubes flottantes. Un bureau de poste de la flotte traitant 20 tonnes de courrier quotidiennement. Des cinémas projetant des films hollywoodiens, des terrains de baseball sur l'île de Mogmog, un navire boulangerie produisant du pain frais en continu, l'USS Abatan distillant l'eau de mer et cuisant des tartes, la barge à crème glacée produisant 5 tonnes par jour. La barge à crème glacée devint légendaire parmi les marins américains. Les équipages de destroyers, dont les navires manquaient d'équipement à crème glacée, envoyaient des bateaux avec des conteneurs vides, revenant avec des gallons de crème glacée à la vanille, au chocolat et à la fraise. La barge servait tout le monde également, des amiraux aux simples matelots, la démocratie par les produits laitiers. Le renseignement japonais eut du mal à comprendre les priorités d'approvisionnement américaines. Le capitaine Tameishi Hara, le commandant de destroyer le plus performant du Japon, qui survécut à toutes les batailles majeures de Pearl Harbor à la fin de la guerre, écrivit plus tard sur ce qu'il apprit des provisions de confort américaines. Hara commanda les destroyers Amatsukaze et Shigur, participant à 14 engagements majeurs. « Nous avons d'abord pensé que le renseignement était erroné », écrivit Hara dans ses mémoires Japanese Destroyer Captain. Des navires dédiés à la crème glacée alors que nous grattions pour le carburant. C'était incompréhensible qu'une marine puisse prioriser un tel luxe pendant une guerre totale. Le renseignement naval examina les manifestes d'approvisionnement américains interceptés
qui semblait être en code. Sûrement que mélange à crème glacée signifiait des munitions. Le sirop de chocolat indiquait du mazout. La garniture à la fraise représentait des fournitures médicales. Aucune force militaire ne prioriserait de véritables ingrédients de dessert pendant des opérations de combat intenses. Mais les preuves s'accumulèrent inexorablement. Les prisonniers rapportèrent de la crème glacée à bord de chaque vaisseau américain de la taille d'un destroyer et au-dessus. La reconnaissance montra des navires réfrigérés à chaque base américaine. Les manifestes d'approvisionnement incluaient systématiquement des tonnages pour les fournitures de morale qui dépassaient les rations alimentaires totales japonaises pour des flottes entières. Le commandant Mochitsura Hashimoto du sous-marin Prince 58, qui coulerait l'USS Indianapolis le 30 juillet 1945, fournit les observations japonaises les plus détaillées. Lors de missions de reconnaissance précédentes dans des bases américaines, il observa à travers son périscope ce qui semblait impossible. Dans ses mémoires, Sunk, The Story of the Japanese Submarine Fleet, 1941 à 1945, Hashimoto écrivit « Les Américains opéraient des villes flottantes d'abondance. Alors que nous comptions nos dernières torpilles, rationnant le carburant au litre, ils maintenaient des routines de temps de paix en temps de guerre. C'était une force que nous n'avions jamais imaginée, le pouvoir d'être à l'aise pendant l'apocalypse. » Son officier en second enregistra des observations similaires. Nous vîmes des marins faire la queue à ce qui semblait être des stands de rafraîchissement. Des navires transféraient non pas du carburant ou des munitions, mais des conteneurs blancs. Nous avons appris plus tard qu'ils contenaient de la crème glacée. Ils menaient une guerre différente de la nôtre. Les pilotes japonais abattus et secourus par les Américains rapportèrent un traitement qui contredisait tout ce qu'on leur avait dit. Pendant l'opération Kikusui, les 10 attaques kamikazes massives sur Okinawa entre avril et juin 1945, les pilotes capturés fournirent un témoignage remarquable. Un pilote capturé après qu'une défaillance moteur empêcha son attaque suicide, enregistrée dans les fichiers d'interrogation d'après-guerre, déclara « Le destroyer mena des opérations normales pendant notre attaque. Aucune panique parmi l'équipage. Des hommes à leur poste régulier, sauf les artilleurs. Des marins en uniforme blanc continuaient de servir de la nourriture. La routine du navire continua. Ce n'était pas l'ennemi désespéré que nous attendions. Ce que ces pilotes virent, sans le comprendre, était la confiance américaine en leur défense anti-aérienne, permettant aux routines normales à bord, incluant le service de nourriture, de continuer pendant les attaques. Alors que les pilotes kamikazes approchaient pour leur mission de la mort, les marins américains maintenaient le service de crème glacée sur le pont. En 1945, la production américaine de crème glacée dans le Pacifique atteignit une échelle industrielle qui éclipsait les programmes alimentaires japonais entiers. Production américaine, barge navale à Ulithi, 500 gallons, 10 gallons toutes les 7 minutes. Barge à crème glacée de l'armée, 3 vaisseaux, 1500 gallons combinés. Production embarquée, chaque porte-avions, cuirassé, croiseur avait des machines. Installation de base, multiples unités par emplacement. 1943, 135 millions de livres de mélange déshydraté, expédiés, corps des intendants de l'armée. Production annuelle, 80 millions de gallons pour l'armée. Réalité japonaise, huile de racine de pin, 3000 barils au total, à partir de 34 000 unités de distillation. Réserve de carburant d'aviation, moins de 1 500 000 barils d'ici 1945. Calories civiles, chute de 2000 avant-guerre à 1680 d'ici l'été 1945. Ration de Tokyo, 775 calories quotidiennes pendant 6 mois en 1946. Carburant pour l'entraînement des pilotes, limité à 40 à 50 heures à cause de la pénurie. Pour perspective, la ration quotidienne de riz de toute l'armée japonaise pour les forces des îles métropolitaines totalisait moins de tonnage que la consommation américaine de crème glacée dans le théâtre du Pacifique. L'amiral Chester Nimitz, approuvant personnellement la barge à crème glacée, comprit quelque chose que la hiérarchie militaire japonaise ne pouvait accepter, que le moral ne se construisait pas uniquement sur l'idéologie et le sacrifice. Dans un mémo classifié, Nimitz écrivit « Les Japonais s'attendent à ce que nos hommes endurent leurs conditions et craquent. Nous démontrerons que la puissance industrielle américaine s'étend au confort de l'équipage. »
Un marin qui sait que son pays peut fournir de la crème glacée au combat se bat avec une confiance différente de celui qui n'attend que la privation. Cette philosophie s'étendit à toute la flotte du Pacifique. L'incident de l'USS Lexington à la mer de Corail le 8 mai 1942, où des marins pillèrent les réserves de crème glacée avant d'abandonner le navire, devint légendaire. Des marins remplirent littéralement de la crème glacée dans leurs casques avant d'entrer dans les radeaux de sauvetage, démontrant des priorités incompréhensibles pour la culture militaire japonaise bâtie sur la souffrance comme vertu. Les officiers de marine japonais qui apprirent l'existence des opérations de crème glacée américaines firent face à un choix impossible. Comment pouvaient-ils maintenir l'esprit combatif quand la vérité détruirait le moral ? Comment pouvait-il expliquer que tandis que les marins japonais recevaient 315 grammes de riz quotidiennement quand c'était disponible, les Américains consommaient 5 tonnes de crème glacée provenant d'une seule barge? Le vice-amiral Mato Mugaki, qui commandait les opérations de cuirassés et mènerait la mission kamikaze finale le 15 août 1945, écrivit dans son journal, après des rapports de renseignement sur les niveaux de confort américains: « Si de tels rapports sont vrais, nous avons entièrement mal compris cette guerre. L'esprit ne peut surmonter un ennemi qui apporte le luxe au combat. » L'information fut classifiée au-dessus du top secret. Les officiers qui l'apprirent furent assermentés au silence absolu. Mais la vérité a une façon de suinter à travers les murs du secret, se répandant à travers la flotte en chuchotements et rumeurs. Les opérateurs radars et observateurs japonais notèrent des bombardiers B-29 tournant à haute altitude sans raison tactique. Des preuves d'après-guerre révélèrent que les équipages faisaient de la crème glacée, mélangeant du lait en poudre, du sucre et du cacao dans des boîtes à munitions, utilisant les températures de moins 50 degrés Celsius à 9000 mètres pour geler le mélange, tandis que la turbulence le barattait. Ce niveau de confiance, à faire du dessert au-dessus du territoire ennemi qui lançait désespérément des chasseurs alimentés par de l'huile de racine de pin, représentait l'application d'un surplus civilisationnel à la guerre. Alors que les mécaniciens japonais soutiraient du fluide hydraulique pour le brûler comme carburant d'urgence, les équipages aériens américains improvisaient des fabricants de crème glacée à l'altitude de bombardement. L'opération Kikusui envoya 10 vagues massives kamikazes contre la flotte américaine à Okinawa entre le 6 avril et le 22 juin 1945. Un total de 1465 avions kamikazes et 4000 pilotes japonais moururent dans ces attaques. Les pilotes japonais volaient sur des avions obsolètes alimentés par du carburant dilué à l'alcool qui réduisait la performance des moteurs de 30%. Leur dernier repas consistait en des boules de riz et de l'eau, souvent leur seule nourriture substantielle depuis des jours. Après l'énorme attaque du 6 avril 1945, impliquant 355 avions kamikazes qui coulèrent 6 navires et en endommagèrent 22 autres, les rapports de la flotte américaine notèrent: le moral reste élevé. La consommation de crème glacée a augmenté de 40% après l'action. L'impact psychologique de la crème glacée après le combat ne peut être surestimé. Elle représentait la normalité, le confort, la maison. Le personnel naval japonais capturé à Okinawa, 11 250, se rendirent au total, fournit des comptes rendus détaillés qui brisèrent les suppositions japonaises. Un officier de destroyer, repêché après le naufrage de son navire, rapporta par interprète: « Je m'attendais à la torture, peut-être à l'exécution, le traitement que nous donnions aux prisonniers américains. Au lieu de cela, un jeune marin américain, plus jeune que mon plus jeune frère, m'apporta de la crème glacée à la vanille dans un gobelet métallique. Il sembla gêné qu'ils aient manqué de chocolat. J'ai pleuré, non par gratitude, mais en comprenant que nous avions déjà perdu. Une nation qui fournit de la crème glacée aux ennemis avait gagné avant même que le combat ne commence. » Ces récits, supprimés pendant la guerre mais documentés dans les archives de l'occupation, révélèrent que le gouffre entre les deux forces dépassait tout ce que le commandement japonais avait imaginé. Pendant l'occupation à partir d'août 1945, les forces américaines distribuèrent de la crème glacée aux enfants japonais, beaucoup la goûtant pour la première fois de leur vie. L'impact psychologique se révéla profond.
Tout ce que le gouvernement militaire avait dit au peuple japonais sur la barbarie et la faiblesse américaine fut démenti par un simple dessert glacé. Le lieutenant Saburo Sakai, l'âge japonais survivant le plus performant avec 64 victoires confirmées, goûta de la crème glacée pour la première fois à une base aérienne américaine en 1946. Il écrivit plus tard dans ses mémoires « Samouraï ». Je compris finalement pourquoi nous avions perdu. Nous nous sommes battus en croyant que la souffrance nous rendait forts. Ils se sont battus avec la confiance de l'abondance. Nous pensions que le confort était une faiblesse. Ils savaient que le confort était un droit que leur industrie pouvait garantir n'importe où. La réalité statistique de deux guerres différentes. Les chiffres finaux racontent l'histoire complète de deux nations menant des guerres entièrement différentes. Production américaine 1945, barge navale à crème glacée, 500 gallons quotidiens, 10 gallons par 7 minutes. Barge de l'armée, 3 vaisseaux, 1500 gallons quotidiens combinés, crème glacée militaire totale, 80 millions de gallons annuellement. Mélange déshydraté 1943, 135 millions de livres expédiés mondialement. Équipement, chaque navire au-dessus de la taille d'un destroyer avait des machines à crème glacée. Coût, 1 million de dollars par barge, 17,2 millions en 2024. Réalité japonaise 1945, ration de riz, 315 grammes par marin quand disponible. Huile de racine de pin, 3000 barils au total à partir de 70 000 barils d'huile de pin. Travailleurs mobilisés, 400 000 pour le programme de racine de pin. Unité de distillation, 34 000 déployés nationalement. Formation des pilotes, réduite à 40 à 50 heures contre 500 plus avant-guerre. Qualité du carburant, mélange à 30% d'alcool, réduisant la performance des moteurs. Pour la culture militaire japonaise bâtie sur le Bushido, la voie du guerrier, et l'acceptation de la souffrance comme purification spirituelle, les navires américains à crème glacée représentaient quelque chose d'incompréhensible. Ils voyaient le confort non comme une faiblesse, mais comme un multiplicateur de force. L'abondance non comme de la décadence, mais comme un avantage stratégique. Le capitaine Mitsuo Fuchida, qui mena l'attaque de Pearl Harbor et survécut à la guerre, se convertit plus tard au christianisme et devint pacifiste. Interrogé sur sa transformation, il dit « J'ai appris que les Américains nourrissaient leurs ennemis avec de la crème glacée. Pas seulement de la nourriture de luxe. Ce n'était pas l'ennemi barbare dont on nous avait parlé. C'était une civilisation si confiante dans la victoire qu'elle pouvait se permettre la gentillesse et le confort pendant la guerre. » Les navires à crème glacée remettaient en question toutes les hypothèses sur la guerre que la culture militaire japonaise tenait pour sacrée. Lors d'une réunion d'anciens combattants américano-japonaises à Hawaï en 1985, le fossé culturel restait évident. L'ancien CB, soldat du génie de la marine, Robert Mitchell, qui avait travaillé sur la base d'Ulithi, fut interrogé sur la barge à crème glacée par des vétérans japonais qui luttaient encore pour la comprendre 40 ans plus tard. Mitchell haussa les épaules. « Nous pensions que les garçons qui se battaient avaient besoin de crème glacée. Ça ne semblait pas spécial à l'époque. C'était juste ce qu'on faisait, prendre soin des troupes. Si on pouvait la construire, pourquoi ne le ferions-nous pas ?» Cette attitude décontractée, que la crème glacée était si normale, si attendue que sa provision en temps de guerre semblait anodine, illustrait le gouffre entre les marines mieux que n'importe quelle statistique de bataille. L'ancien instructeur de pilote kamikaze Tadamasa Itatsu, qui assista à la réunion, répondit « Nous avons entraîné des garçons à mourir le ventre vide. Vous avez entraîné des garçons à vivre avec le ventre plein et du dessert. » Cette différence explique tout de la guerre. Le docteur John Dower, dans son ouvrage primé Embracing Defeat, Japan in the Wake of World War II, écrivit « La barge à crème glacée à Ulithi valait plus qu'une flotte de cuirassés en tant que démonstration de la puissance américaine. Elle disait « Nous pouvons nous le permettre, nous avons déjà gagné, nous attendons simplement que vous le réalisiez. » L'historien militaire Richard Frank nota « Les forces japonaises se battaient en s'attendant à mourir glorieusement. Les forces américaines se battaient en s'attendant à vivre confortablement. Ce n'était pas juste une stratégie différente, c'était l'approche d'une civilisation différente face à la guerre. Aujourd'hui, au musée de la base aérienne de Kanoya dans la préfecture de Kagoshima,
Un mémorial aux pilotes kamikazes qui décollèrent de cette base comporte une petite plaque souvent négligée mentionnant les navires américains à crème glacée. Ajoutée dans les années 1990, elle fournit un contexte pour comprendre la disparité impossible à laquelle ces pilotes firent de face. Le musée expose le dernier repas d'un pilote kamikaze, une petite boule de riz, des légumes marinés et une tasse de saké à côté d'une photographie de la barge américaine à crème glacée à Ulithi, obtenue des archives de l'US Navy. Aucune explication n'est nécessaire. L'image raconte toute l'histoire de la guerre du Pacifique. Le conservateur du musée Tetsuya Yamada expliqua « Nous avons ajouté cette exposition parce que les visiteurs, spécialement les jeunes, ne pouvaient pas comprendre comment nous avons perdu si complètement. Quand ils voient que l'Amérique a construit des navires juste pour la crème glacée alors que nous grattions les arbres à pain pour le carburant, ils comprennent que ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était la collision de la pénurie avec l'abondance. » L'histoire des commandants japonais découvrant les navires américains à crème glacée révèle la nature fondamentale du pouvoir dans la guerre moderne. Le Japon croyait que le pouvoir venait de l'esprit, de la volonté, de la capacité à endurer une souffrance illimitée. L'Amérique démontra que le vrai pouvoir venait de la capacité à éliminer la souffrance, à fournir l'abondance, à maintenir la normalité même dans l'extrême. Les pilotes kamikazes, nobles dans leur sacrifice, volèrent vers un ennemi menant une guerre fondamentalement différente. Alors que le Japon grattait les racines de pin pour le carburant, produisant 3000 barils à partir de 34 000 unités de distillation, l'Amérique construisit des barges à crème glacée d'1 million de dollars. Alors que les pilotes japonais écrivaient des poèmes de la mort avant leurs vols d'entraînement finaux de 50 heures, les marins américains choisissaient entre vanille et chocolat. Alors que le Japon mesurait la victoire en termes spirituels, l'Amérique la mesurait en production industrielle, incluant la production de crème glacée à raison de 10 gallons toutes les 7 minutes. La guerre ne se termina pas quand le Japon manqua de pilotes prêts à mourir. Ils n'en manquèrent jamais, mais lorsque le commandement japonais comprit enfin contre quoi il se battait. Pas seulement une puissance militaire, mais une société si puissante qu'elle pouvait dédier des navires au dessert, si confiante qu'elle voyait le confort comme essentiel, si abondante qu'elle pouvait se permettre d'être gaspilleuse avec des articles de luxe tout en menant une guerre mondiale. En dernière analyse, les statistiques disent tout. Navires américains à Ulithi, 722. Navires japonais dans toute la marine à son apogée, environ 700. Production américaine de crème glacée, 500 gallons par équipe depuis une seule barge. Carburant d'aviation japonais à partir des racines de pin, 3000 barils au total. Équipage de bombardiers américains faisant de la crème glacée à 9000 mètres. Pilotes japonais, 40 à 50 heures d'entraînement sur carburant dilué. Marins américains se plaignant des parfums de crème glacée. Marins japonais, 315 grammes de riz quand disponible. Les commandants japonais qui découvrirent que l'Amérique avait des navires juste pour faire de la crème glacée découvrirent quelque chose de plus profond que du renseignement militaire. Ils découvrirent qu'ils combattaient un ennemi qui avait déjà gagné, qui savait qu'il avait gagné et qui était si certain de la victoire qu'il apporta le dessert à l'apocalypse. Les navires à crème glacée prouvèrent ce que les bombes atomiques ne firent que confirmer. Le Japon menait la dernière guerre de la pénurie contre la première guerre de l'abondance. L'issue était aussi inévitable qu'incompréhensible pour ceux qui croyaient que la souffrance était la force. Ils apprirent trop tard que la vraie force était d'avoir tellement de pouvoir que l'on n'avait jamais à souffrir du tout. La barge à crème glacée d'1 million de dollars à Ulithi, produisant ses 10 gallons toutes les 7 minutes, alors que les pilotes japonais se préparaient à mourir, n'était pas juste un navire. C'était la preuve d'une civilisation qui avait déjà gagné la guerre avant qu'elle ne commence. Dans leur monde de carburant amer aux racines de pin et de sacrifices désespérés, les navires américains à crème glacée n'étaient pas seulement incompréhensibles. Ils étaient la preuve que le Japon avait fondamentalement mal compris la nature de la guerre qu'il menait. Ils avaient apporté l'esprit à une épreuve d'abondance industrielle. Ils avaient apporté la souffrance à une bataille contre le confort. Ils avaient déjà perdu.